l'air se dégage, etc. Puis après redescend et remonte au même niveau. Donc c'est un peu le principe de l'eau qui remonte toujours des vases communicants. Voilà, tout à fait. C'est très simple. Ouais. C'est une sorte de balançoire. Voilà, c'est des balances d'eau. Enfin, l'eau puisse aboutir à la distribution. Et j'ai découvert que la citadelle d'Alger, j'ai trouvé en plan, j'ai pu restituer 3 colonnes, mais en plan, je n'ai pas trouvé de coupe. Donc j'ai fait une coupe schématique, que je mets d'ailleurs dans mon livre. Que vous avez mis, non. Et c'est une découverte. Donc pour franchir mais est-ce qu'il reste des vestiges de Souterazi aujourd'hui à Alger ou autour d'Alger? Pour moi, la dernière colonne qui existe, c'est celle de l'aqueduc de Bni Messous. Et il existe une tour qui a perdu un niveau, mais il reste un vestige de tour, c'est le seul pour moi. Ouais, parce que généralement, expliquez-nous ça bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident hein, pour le néophyte. Hein, oui, tout à fait. Parce qu'il y avait une grande citerne et ensuite il y avait des tours, c'est ça? Non, non, pas du tout. Vous avez une conduite. Vous avez la question. Tout à fait. Moi aussi, quand j'ai abordé cette recherche, je ne m'attendais pas à trouver cette technique hydraulique, cet art hydraulique, hein, carrément, parce que l'Empire ottoman en a fait tout un art hydraulique. Vous avez une conduite d'eau, puis si vous avez une vallée à franchir, vous n'avez pas 36 solutions. Soit à l'époque, hein, soit vous la faites franchir par un pont aqueduc. Oui. Et soit vous la faites franchir par des tours d'eau. On a des vestiges archéologiques de tours d'eau à Tamslouh, à Marrakech. Mais elles sont postérieures elles sont postérieures à celles d'Alger. D'accord. D'ailleurs, vous avez Mohamed El Faiz qui a écrit un très beau livre sur les maîtres de l'eau, histoire de l'hydraulique arabe. Qui pensait que c'était un artisan de Marrakech qui avait inventé ce système. Et donc, Mais pourquoi? Parce que si on ne trouve plus de vestiges aujourd'hui, c'est parce que pour la plupart, ces vestiges ont été détruits juste après la colonisation, parce qu'elles ne servaient plus à rien pour les Français. Parce que d'abord, il y a eu un... c'était... je prends la citation de Gentil de Bussy, qui était le premier intendant civil d'Alger, qui dit « Mais leurs aqueducs, mais leurs maisons, tout est à refaire dans un autre système. Et puisqu'on en est là, autant prendre un grand parti et refaire toutes leurs villes. » C'est ça. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Voilà. Pour une bonne partie. Oui. Donc, on n'a même pas... peut-être que je me trompe, parce que c'est pour ça que je dis un sujet n'est jamais épuisé. J'ai mené cette recherche à un certain port. Maintenant, peut-être que d'autres architectes ou d'autres chercheurs plutôt vont continuer, d'autres archéologues vont continuer cette recherche et vont peut-être trouver autre chose. Mais moi, j'ai trouvé des rapports écrits, mais j'en ai trouvé... Donc j'ai trouvé 3 tours d'eau 3 Souterazi, donc sur un plan de 1832, mais après je ne les trouve plus. Donc ça veut dire que ça a été démoli très tôt, très tôt. Oui, vous parlez des années, quelquefois 47, 50, donc ça a été assez rapide. Hein. Quoique, les traces, mais les aqueducs ont continué longtemps parce qu'ils étaient bien situés et l'extension de la ville s'est faite le long de ces... Comme la rue d'Isly, c'était la rue de l'aqueduc. Le Télémli aussi. Donc, mais ces tours d'eau ont apparemment été démolis très tôt. Existe-t-il d'autres travaux où ces démolitions ont été consignées, représentées, dessinées peut-être? Donc, c'est des questions encore... Et c'est des recherches encore à mener. Mais vous avez la grande honnêteté, l'excellente déontologie de le dire dans votre ouvrage, Dalila Ouzidane. Vous dites, malheureusement, peu de travaux d'ordre archéologique ont été entamés sur ces questions, pas seulement sur les Souterazi, mais sur d'autres plans, même quand on va parler des fontaines, c'est pareil, ou sur les aqueducs, etc., ou sur les citernes. En plus, il y a le problème de la langue, parce que soit on a accès à certains documents qui sont généralement consignés au fort de Vincennes à Paris, puisque ce sont les documents militaires, généralement c'était des ingénieurs
qui étaient des ingénieurs en hydraulique, mais qui avaient fait leur carrière dans l'armée, hein, soit il faut parler même pas turc, il faut parler osmani, c'est-à-dire la langue ottomane de l'époque. Hein. Oui. On peut retrouver effectivement certainement beaucoup de documents qui concernent l'histoire de la régence en Algérie. Mais jusqu'à maintenant, peu de choses ont été faites dans ce domaine, parce que ça a été un domaine qui n'a été pas très... Ça commence. Bon, déjà, je rends hommage à une chercheuse qu'on a perdue l'an passé, qui était une des rares enseignantes d'Osmanli en Algérie, Zakia Zahra, qui a fait une thèse sur les mosquées hanéfites, d'ailleurs. C'est une amie, chercheuse. Donc, c'est dommage, c'est une perte. C'est une langue qui n'est plus du tout enseignée. Oui, tout à fait. Mais aussi, il y a des travaux, et puis les gens commencent à investir un peu ce domaine. Je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Saïdouni Nasreddin, qui a fait un travail magnifique sur l'algérois rural, qui est une base importante. Parce que bon, moi, j'ai bénéficié d'un premier travail sur le fond ottoman. Par exemple, le travail de Mustafa Ben Hammouch, qui a fait une thèse sur la gestion de Dar Sultan à partir des actes habous, donc du fonds ottoman. Donc tous ces travaux-là nous permettent d'avancer. Donc chacun ramène un jalon à cette recherche. Voilà. Alors, on en était à l'adduction d'eau. Ensuite, une fois que l'eau arrive, j'aimais beaucoup, il y a une phrase qui m'a beaucoup dite dans le fantasme orientaliste de l'occidental, quand il imagine évidemment une ville, pour Alger, c'est celle dont on parle, hein, avec ses venelles, ses terrasses, ses petites ruelles, un peu labyrinthiques, etc. Parce que le fantasme, il vient aussi, oui, c'est des petites ruelles, ça cache beaucoup de mystères. Oui, quoi. Oui. Vous dites, mais pas du tout, parce qu'en réalité, le plan de l'urbanisme, pour beaucoup, devait se plaquer au plan de l'adduction d'eau, c'est-à-dire comment on pouvait faire circuler l'eau à travers une ville comme Alger, ou surtout, évidemment, sa base première, c'est-à-dire la Casbah, les hauteurs, jusqu'en bas, jusqu'à la basse ville. Donc, il n'y a pas un truc où l'imaginaire fantasque. Tout à fait, c'est-à-dire que les travaux d'adduction et aussi d'évacuation collent à la topographie. Ces chemins d'eau se superposent aux ravins de la ville. Naturel. Oui, oui, tout à fait, naturel. Tout à fait. Alors, ça donc, vous avez mis enfin... Non, mais j'aimais bien parce que ça fait un côté, et en même temps poétique. Vous dites, bon, écoutez, arrêtez, hein, l'urbanisme, un plan d'urbanisme, c'est pas comme ça. Bon, ça peut l'être, mais c'est surtout parce que ça doit être excessivement pratique et pragmatique. Hein. Alors, adduction, d'abord, on a pensé à l'adduction de l'eau sur le plan public, c'est-à-dire pour que les artisans, les commerçants, etc., c'est-à-dire ce qui doit faire vivre la ville et de l'eau. Hein. Puis principalement, on oublie bien souvent une chose, ceux qui ont besoin d'eau, et c'est vital pour la défense d'une ville, c'est l'armée, hein, c'est les casernes. Hein. On oublie souvent ça. Hein. Parce que là, moi, j'ai beaucoup appris, parce qu'à un moment donné, vous parlez des porteurs d'eau. Des porteurs d'eau civils, il y a des porteurs d'eau de l'armée. Et puis il y a des porteurs d'eau esclaves. Sagayardi Bachi. Oui. Voilà. Oui. C'est extraordinaire. Je vous dis, attention, le porteur d'eau de l'armée, c'est un grade. Hein, il y a le porteur d'eau qui vend l'eau, comme ça, un petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui à Marrakech, à Diama Al-Fena, qui est un peu le truc folklorique, mais qui ne l'était pas à l'époque. Hein. Mais c'est un métier. Hein. Tout à fait. Et puis il y avait le porteur d'eau qui était l'esclave. Parce qu'il dépendait de la maison, donc on le disait.
écoute, tu vas aller chercher tant de bidons de cuivre, je ne sais pas comment on a. C'était quoi, des sortes d'amphores ou C'est des cruches d'eau. des cruches d'eau en cuivre? En cuivre, oui. Ouais, pour garder la fraîcheur, je suppose. Et puis c'est solide. C'est solide, oui. C'est solide. Puis vous avez après, vous avez la cruche du porteur d'eau, c'est la cruche en cuivre rouge. Ouais. Mais après, vous avez toute des cruches qui sont des œuvres d'art avec des incrustations d'argent, avec les écritures, le nom de la ville, El Jazaïr, sur le. Ah, il y a des cruches qui sont aussi à côté des fontaines. Il y a des cruches intérieures, dans les maisons. Oui, dans les palais, dans les palais. maisons. Elles sont plus sophistiquées, Ouais. elles sont plus travaillées, disons. C'est un travail, c'est tout un art, la dinanderie. Hein. Oui, Alors, tout à fait. qui dit, malheureusement, on va être trivial, hein, Oui. mais c'est comme ça, qui dit eau fraîche, dit malheureusement, après usage, eau usée. Tout à fait. Alors, en même temps, tout de suite, on voit bien que sous la Régence, Alger donc devient une ville cosmopolite, importante, riche, etc. Et donc, plus il y a de population, plus ça consomme, plus il y a d'eau usée. Alors, on va faire un système qui est parallèle, hein, c'est-à-dire là où on conduit l'eau propre, hein, potable, je dirais, en même temps, parallèlement, il y a la circulation des eaux usées. Tout à fait, en dessous. Nous avons, quand les Français ont fait des tranchées, etc., on a retrouvé. De toute façon, le fil de l'eau, on le voit sur les anciennes cartes postales, les anciennes photos. On a les pavés, puis au milieu, on a une sorte de rail comme ça? Une sorte de. Non, non, les pierres. Les pierres qui sont au centre, elles indiquent le chemin de l'eau. Hein. On a, à une certaine profondeur, on a la canalisation d'eau potable. Puis après, on a l'égout plus bas. Franchement, et très souvent, il était recouvert d'oliviers impétrissibles. Ah oui, alors, oui. Ça vous l'expliquez. Vous dites, à un moment donné, ils ont dit, ouais, non, mais ça, franchement, il faut enlever du bois. Franchement, oui. Quand les colons sont arrivés, les ingénieurs ont dit, le bois, c'est franchement excellent. Et puis ils se sont rendus compte que finalement, c'était plus sain, et puis ça résiste mieux à la corrosion des matières organiques, malheureusement. Donc, alors que quand on a une buse en béton, elle peut plutôt... Si on a des aciers, tout à fait, par des matières... Voilà, donc là aussi, vous mettez, c'est le cas de dire, une croix, c'est ces vieilles croyances qu'on a vues, les bienfaits de la civilisation. Tout à fait. C'est ça, c'est ce qui est intéressant de voir et ils étaient confrontés à d'autres façons de faire et ils ne comprenaient pas toujours. Oui, du tout. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous dites ce qui a pu être sauvegardé de ce qui était Alger. Hein, très vite, les colons, enfin le système colonial français a dit il vaut mieux garder comme ça parce que de toute façon, là où ça a changé, c'est, je dirais, dans ce qu'ils ont détruit et ils ont construit comme on dit moderne colonial, quoi. C'est là où les choses où le système et d'adduction et d'évacuation a changé, non? Après, c'est d'autres considérations. On a fait des percées pour que la voiture rentre. On avait aussi déjà beaucoup démoli le système ancien par les chariots militaires qui on s'est aperçu que l'aqueduc de Heinz-Bougen ne distribuait plus d'eau aux fontaines publiques, publiques, parce que les chariots militaires, il suffit de... Bon, c'était des conduits, soit c'était des canaux maçonnés, soit c'était des conduits en céramique. C'était pas conçu pour que les chariots traversent. Oui, parce qu'ils s'enfonçaient. Oui, tout à fait. Et les charges... ça a été un véritable massacre, parce que franchement, quand ils rentraient avec les chariots lourdement armés ou lourdement chargés, etc., ça ne tenait pas, évidemment, ce n'était pas fait pour. Hein. Tout à fait. Et donc,
beaucoup d'adductions se sont cassées, brisées, etc. Même des rues se sont quasiment effondrées. Donc on a été obligé de tout refaire. Alors, l'eau publique, je dirais, hein, et puis quand il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup de sécheresse, hein, ça c'est sûr, hein, à vous expliquer, c'est vital. L'eau est véritablement quelque chose de vital dans une ville comme Alger, elle le reste toujours. Hein. Le problème, tout à fait. Ça sera toujours d'actualité. D'actualité. Et à un moment donné, bon, ben, on a trouvé aussi le moyen pour laver les rues, etc., enfin, la Casbah et tout, ben, tout simplement d'utiliser l'eau de mer. Oui, c'est vers les années, si je me souviens bien, c'est vers le 1970, quelque chose. Ouais. Oui, on pompe. On pompait l'eau de mer. On pompait l'eau de mer donc, dans un réservoir sous la synagogue, elle est actuellement Jama' Fares, Ouais. la synagogue du rabbin Bloch. Donc on avait 2 compartiments. À l'époque, on avait la pompe avait existé. Oui. On avait inventé la pompe, donc on pompait l'eau du port et elle était donc stockée dans un compartiment de ce réservoir. Et l'autre compartiment servait à pomper l'eau de l'aqueduc du Hamma. C'est sous la place de Jama' Fares actuellement. C'est ça, toujours. Ouais. Je pense que maintenant c'est un marché. Je pense c'est un marché. Parce que le plus gros problème, c'était d'alimenter la partie